Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui participe au rendez-vous Histoire expatriée qui a été créé par mon amie Lucie du blog L'Occhio di Lucie. Je vous mets le lien en description, vous pouvez retrouver son blog qui est spécialisé dans les voyages en Italie. Les histoires expatriées, qu'est-ce que c'est? Histoire expatriée, c'est un rendez-vous mensuel de blogueurs qui se retrouvent chaque mois autour d'un thème qui a été proposé par l'un d'entre eux pour discuter de sujets divers et variés. On en est déjà au 25e rendez-vous, il y a des sujets qui ont été abordés par des blogueurs du monde entier et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la page Facebook de l'événement que vous trouverez également dans l'espace en description. Pour ma part, je pense que c'est la 5e fois que je participe et si nous avons abordé pas mal de thèmes autour de l'expatrié et de son ressenti sur son pays d'accueil, les histoires expatriées vont changer dans les mois à venir. Si vous êtes donc un blogueur voyageur, je vous encourage à aller voir le blog de Lucie qui explique très bien comment nous rejoindre. Tout se passe sur un groupe Facebook privé où nous mettons en place les thèmes à venir, nous partageons nos liens et où nous mettons ensuite tout en ligne. Ce mois-ci, le thème a été proposé par Barbara du blog Ilorico et c'est le thème des relations amoureuses. Pour ma part, je n'ai jamais eu de relation avec une personne dans un pays où j'ai habité avant. Je ne peux donc pas vraiment en parler. Par contre, ce que j'ai vécu, c'est une relation à distance. Et comme c'était un sujet que je voulais aborder sur la chaîne dans tous les cas, je me suis dit pourquoi pas. On va donc parler relation à distance. Pour situer un petit peu l'histoire et son contexte, tout commence pour moi alors que je suis en France. Ça fait déjà 1 an et demi que je travaille en administration. C'est pas du tout la carrière dont je rêvais et je laisse s'évaporer mes rêves de carrière idéale. Je continue à postuler, à chercher un travail ailleurs sans trop y croire. Et puis je me satisfais quand même de cette vie qui me permet d'avoir du temps pour moi, du temps pour mes loisirs et du temps pour faire autre chose et ne pas me concentrer uniquement sur mon boulot. Changement de priorité, changement de vie, bref, je suis dans un nouveau rythme et je suis peut-être prête pour autre chose. Évidemment, c'est à ce moment-là qu'un garçon va me taper dans l'œil. Durant les mois qui vont suivre, je vais tout faire pour attirer son attention avec plus ou moins de succès. Puis petit à petit, les choses s'installent et les conversations se créent, et puis la conversation ne s'arrête pas vraiment. Bref, il se passe quelque chose. Sauf que lui vit à Londres et moi dans le sud de la France. Du coup, j'ai rien à perdre et je monte le voir et on passe nos premiers moments ensemble. Et puis au même moment, je décroche des entretiens pour un poste en VIA, donc volontariat international en administration. Et pour moi, c'était un peu le poste rêvé, le Graal, le contrat que j'attendais depuis des années. Le VIA, pour moi, ça voulait dire poste à responsabilité, reconnaissance de mon travail. Je revenais sur mes rêves de carrière idéale. Ouais, mais bon, il y a le londonien là aussi. Bon, je me dis que j'ai le temps de voir et puis je laisse se faire. Fin novembre, le coup près tombe. Et je suis affectée à Madagascar en VIA. Et je suis extrêmement heureuse d'avoir mon nouveau poste. Et en même temps, il y a un petit truc qui me fait que je suis un peu deg quand même. On va donc passer tous les week-ends de janvier tous les deux. Et chaque dimanche, je vais pleurer ma race en me disant que c'était le dernier. Jusqu'à celui qui sera réellement le dernier. Et puis là, quelque chose se fait. On s'avoue nos sentiments et on se dit qu'ok, on le tente. J'ai donc fait un super combo, puisque je me mets en couple pour la première fois depuis des lustres et en plus je me mets en couple à distance. Je vais donc apprendre qu'est-ce que c'est la vie de couple, mais avec 10 000 km d'écart, 2 heures de décalage horaire, 2 jours de trajet en avion et à peu près 1 200 € de voyage entre nous. Les débuts d'une relation amoureuse, c'est toujours les moments un peu fous. Les rendez-vous, les découvertes, les premiers fous rires, les moments qu'on partage ensemble, c'est tous ces souvenirs. Et nous en fait on va vivre la même chose, sauf que tout pratiquement va se passer par Skype. Ça va durer 9 mois et ça va être très difficile. En plus, de mon côté, je combine ça avec un boulot qui me prend 90% de mon temps et qui est complètement ingérable et qui met à mal tout mon être. Et mon amoureux, lui, subit une maladie qui l'oblige à être hospitalisé plusieurs mois et moi, à être loin et à pas pouvoir le rejoindre et à rien pouvoir faire pour l'aider. On va dire qu'on n'est pas parti sur des bases faciles. Pourtant, on va s'en sortir. On va réussir à se retrouver après 9 mois de vie à distance et on va passer de 10 000 km d'écart à la vie commune. Comme ça, j'apprends aussi la cohabitation d'un seul coup. Du coup, avec cette expérience et celle de personnes que je connais qui ont aussi eu des relations à distance, je vais vous livrer pour moi quels sont les 3 éléments essentiels pour faire durer une relation à distance. La première, ce sera la confiance. C'est déjà le socle de base de toute relation, mais à distance, c'est encore plus important. Parce que même avec un téléphone greffé dans la main, c'est impossible d'être derrière l'autre en permanence, de voir ce qu'il fait et surtout de recevoir chaque jour toutes ces petites attentions quotidiennes qui vont nous prouver l'amour que l'autre personne peut nous porter. En fait, tout ça, on l'a pas et du coup, ça amène à se questionner en permanence sur ce que fait l'autre, sur ce qu'il ressent, si les sentiments amoureux sont toujours là ou pas. Il faut donc qu'on arrive à se faire confiance. Ça veut aussi se dire se mettre d'accord avant de partir sur sa vision du couple. Il y a des personnes qui partent en couple libre et qui se disent ce qui se passe à l'étranger reste à l'étranger, et des personnes qui sont plus du genre exclusives et qui du coup décident que s'il y a tromperie c'est fini et qui se mettent d'accord sur le fait de ne pas aller voir ailleurs. Nous on était dans le deuxième cas. Évidemment c'est plus facile à dire qu'à faire. On a beau être d'accord, on a beau avoir toute la confiance du monde, ça peut pas nous empêcher d'avoir peur. Toute petite chose peut devenir le sujet de jalousie.
La distance met nos nerfs à rude épreuve et on a beau avoir toute la confiance du monde, finalement, c'est normal d'avoir peur. On va pouvoir interpréter des messages d'une mauvaise façon, on va pouvoir interpréter des signaux qui n'existent pas, tout simplement parce que la communication à distance est beaucoup plus compliquée que la communication en réel. Et c'est là qu'entre en jeu la deuxième clé, la communication. Bon, on le sait, la communication, c'est aussi la base de toute relation, qu'elle soit verbale ou écrite. Mais pour une relation à distance, c'est encore plus essentiel. Il faut arriver à communiquer sur tout, sa vie quotidienne, les gens qu'on rencontre, son travail, mais aussi sur toutes les petites choses, le dernier film qu'on a vu, un livre qu'on lit, pour arriver à alimenter cette conversation et que l'autre personne soit toujours impliquée dans notre quotidien. Finalement, ce serait tout ce que ferait un couple qui serait proche le soir en rentrant de la maison après le travail. Sauf que là, ces moments-là, vous ne les avez pas. Et en plus, ça vous demande de prendre du temps. Heureusement, de nos jours, les nouvelles technologies sont bien arrangeantes puisqu'on peut envoyer un message à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais il faut aussi savoir se planifier des temps pour parler sur Skype ou simplement par téléphone. Parce qu'il y a des choses que les mots ne peuvent pas rendre par rapport à la tonalité d'une voix. Et puis, ça fait tellement du bien de se parler vraiment. Après, ça implique aussi de parler de ses peurs, de ses doutes, d'être le plus ouvert possible. Et ça peut paraître très bête, mais ça veut aussi dire de pouvoir demander à avoir plus de distance quand c'est nécessaire. Vous allez me dire, avec 10 000 km de distance, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Et bien des fois, après une grosse semaine, on a juste envie de passer un week-end complètement déconnecté à la plage avec des potes et pas de rester enfermé sur Skype. C'est triste à dire, mais c'est pas parce qu'on est dans une relation à distance qu'il faut s'enfermer dans cette relation et ne pas vivre le moment présent dans le pays où on est. Ce serait vraiment trop dommage. Il faut réussir en fait à balancer entre tout ça et des fois ne pas hésiter à demander un peu plus de temps quand on en a besoin. La troisième clé pour réussir une relation à distance, selon moi, c'est d'avoir un point de chute. Je pense que vraiment le truc qui nous a aidé à tenir ces 9 mois, c'était à la base l'espoir de se retrouver pour son anniversaire sur une île paradisiaque de Madagascar. C'était un peu notre objectif dont on parlait à chaque conversation, en se disant qu'on allait se retrouver là et que ça allait être un moment magique pour tous les deux. Bon, manque de peau, il était à l'hôpital à ce moment-là et il n'est pas venu. Mais du coup, ça s'est reporté et notre nouvel objectif, sur lequel on plaçait beaucoup d'espoir, c'était mon retour qui était prévu pour la fin d'année sans savoir exactement quand. Il m'a pas fallu longtemps pour me décider finalement à ne pas renouveler mon contrat et à rentrer définitivement. Je suis donc rentrée pour mes vacances à la fin du mois d'octobre et c'était mon retour définitif. La première raison de mon retour et la première raison de mon non-renouvellement, ça restait que mon travail ne me convenait pas. Et je mettais, je pense, ma santé en danger en restant là-bas. Évidemment, le fait que mon amoureux soit en Europe, ça a été un gros plus pour me bouger à rentrer aussi. Mais je ne voulais pas que ce soit la seule raison. Et puis voilà, on en parle, la date approche, on est pressé, on a envie de ce moment où on va pouvoir enfin se toucher, s'embrasser, parce que ça fait des mois qui physiquement il ne se passe rien et c'est dur de pas avoir un baiser de la personne qu'on aime. Et sauf que là on stresse. La grosse panique. On se demande qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que quand on va voir la personne, on va toujours avoir ce petit pincement au cœur qui fait que on sait que c'est lui. Est-ce qu'on va toujours lui plaire? Est-ce que l'amour finalement pendant ces 9 mois il se sera pas évaporé? Est-ce qu'on n'aura pas mis la personne tellement sur un piédestal qu'en fait elle ne correspond plus à ce qu'on attendait quand elle revient? C'est un peu la deuxième grosse épreuve après le fait de juste vivre à distance. C'est en fait d'arriver à se retrouver et de retrouver ce qu'on a laissé quand on est parti. Évidemment, les sentiments évoluent et les histoires changent parce que sur cette année de relation, il s'est passé beaucoup de choses. C'est normal, c'est un peu la dernière épreuve. Mais si on arrive à survivre au stress, à la distance et au retour, peut-être qu'on va arriver à survivre à la vie à deux. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu sous la vidéo, ça aide beaucoup. Je sors une vidéo tous les samedis midi, donc n'hésitez pas à vous abonner. Pour retrouver les expériences et les récits des autres blogueurs sur ce thème, je vous renvoie évidemment vers la page Facebook Histoire Expatriée. Sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Thank you.